Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Pascal Lafourcade, qui est l'auteur du livre 25 énigmes ludiques pour s'initier à la cryptographie. Bonjour Pascal. Bonjour Johan. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors Pascal, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Bonjour, je suis enseignant-chercheur à l'Université Clermont-Auvergne, membre du laboratoire LIMOS, et ma spécialité c'est la sécurité informatique. Alors Pascal, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre ? Alors je m'intéresse depuis longtemps à ce qu'on appelle l'informatique sans ordinateur, qui est un concept original, qui consiste à faire passer un concept informatique à des jeunes pour qu'ils le comprennent sans utiliser d'ordinateur. Alors comment est-ce que tu fais pour intéresser des jeunes à l'informatique sans ordinateur ? Alors un exemple qu'on peut citer qui marche assez bien avec les jeunes, c'est pour les faire initiation au binaire, à la numération en binaire. On a un petit tour de magie où on présente des cartes et les enfants choisissent un nombre et nous doivent nous dire si ce nombre apparaît sur une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes, 5 cartes. Et à la fin, on est capable de deviner quel est le nombre qu'ils ont choisi. Donc ces cartes sont juste la décomposition en binaire du nombre. Et une fois qu'ils ont compris comment fonctionne le tour, qu'ils arrivent à le faire, après on leur explique comment marche le binaire et ça leur permet de comprendre cette notion qui est importante en informatique. Alors, c'est pour des jeunes de quel âge ? De quel âge à quel âge ? Alors le tour marche dès que les personnes savent reconnaître un nombre sur une feuille et savent faire une addition pour devenir magicien. Et après pour le comprendre, les classes de fin de primaire, ça commence à être intéressant. D'accord. Et qu'est-ce que c'est intéressant quand même de réussir à intéresser les gens à l'informatique sans ordinateur. Alors, est-ce que tu peux développer un petit peu, parce que moi j'avoue que ça titille ma curiosité. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que on va pouvoir se concentrer sur le fondement même des concepts qu'il y a derrière l'informatique. Donc ici, là, je fais illustrer avec le binaire. On a d'autres concepts informatiques. Par exemple, on peut expliquer ce qu'est le routage en s'envoyant des messages avec des petits papiers sur des fils, avec des cadenas. On peut expliquer ce que c'est l'optimisation en essayant de faire déménager une personne pour remplir un camion avec des meubles, etc., etc. Donc on peut développer de nombreuses activités pour essayer de faire comprendre les concepts qu'il y a derrière l'informatique, et tout ça juste en manipulant des objets tangibles qui permet de mieux appréhender ces concepts. Et donc là, ton objectif, c'était d'appliquer ce même principe, mais à la cryptographie ? Oui, effectivement. Alors il y a quelques années, un collègue de Grenoble, Cédric Loradou, m'a proposé une première énigme et première activité autour de la cryptographie en fait. Et j'ai trouvé ça génial. Et du coup, je me suis mis à en créer d'autres. Et j'en ai créé une 50aine que j'ai mis disponible sur mon site web en fait. Donc c'est sans ordinateur, donc on n'a pas besoin d'ordinateur, mais je les ai mis sur mon site web parce que pour que les gens puissent jouer avec en fait. Et ce que j'ai juste fait, c'est que il y a l'énigme, donc il y a le texte, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut trouver, ou une image à comprendre et à trouver l'astuce pour trouver la solution. Et j'ai formulé la réponse sous la forme d'un login et password, juste pour que les énigmes puissent s'enchaîner. Parce qu'il n'y a pas de difficulté entre la 48e et la deuxième énigme, c'est à peu près la même difficulté. Mais c'est juste pour que les gens n'arrivent pas à la fin sans avoir fait les énigmes d'avant. Et donc avec cette petite astuce, j'ai réussi à les mettre en ligne. Donc c'est disponible sur mon site web. Et du coup, à partir de là, comment ça s'est passé ? Tu as été contacté par un éditeur ou on t'a proposé d'en faire un livre ? Alors j'étais déjà en contact avec cet éditeur avec lequel j'ai déjà écrit d'autres livres. Je suis venu vers eux, je leur ai proposé ce nouveau concept en fait, de leur dire j'ai une idée d'écrire un livre justement sur des énigmes pour initier les jeunes à la cryptographie. Et au début, ils étaient un peu sceptiques. Je leur ai montré ce que ça pouvait être. Et ils ont dit que ça pourrait être un projet très intéressant. Et puis finalement, on est parti dans l'aventure. Et tu as une co-auteure aussi sur ce livre. Alors, quelle a été sa contribution ?
Alors, Malika Amor, c'est une collègue à moi qui est à l'université Clermont-Auvergne et qui fait partie, comme moi, du groupe informatique sans ordinateur, dans lequel on réfléchit à créer ces activités. Et donc, elle m'a aidé justement à rendre les choses ludiques, les formuler de manière abordable pour les jeunes, parce que sa spécialité, c'est pas la cryptographie ni la sécurité. Donc moi, j'écrivais plus ou moins les énigmes, et Malika m'a grandement aidé pour mettre en forme et rendre accessible ça aux plus jeunes. Alors, le titre du livre est un peu trompeur, puisque ça parle de 25 énigmes pour s'initier à la cryptographie, mais moi qui ai eu le livre entre les mains, je dois dire que c'est pas du tout un cahier de coloriage, ça touche des concepts cryptographiques vraiment très avancés, comme les courbes elliptiques ou le chiffrement homomorphique. Est-ce que tu peux présenter un petit peu quels sont les thèmes que vous abordez dans le livre ? Ouais, tout à fait. C'était un de mes souhaits, c'était justement de pas faire, comme tu dis, les énigmes de cahiers de vacances où on a des chiffrements antiques qui étaient avant la Deuxième Guerre mondiale. Là, on a vraiment essayé de proposer des énigmes qui touchent à tous les concepts plus ou moins de la cryptographie moderne. Alors bien entendu, on commence avec quelques petits énigmes pour s'échauffer, pour comprendre comment ça peut fonctionner avec des choses bien connues et qui datent de bien avant la Première Guerre mondiale. Mais après, plus de 75% des énigmes sont sur des concepts de la cryptographie moderne. Et donc, on a à chaque fois, l'idée c'était de prendre un concept de cryptographie et de voir comment le rendre ludique et accessible aux personnes pour qu'ils puissent découvrir par eux-mêmes un bout de ce concept. Donc, on a des petits challenges qu'on a appelés énigmes. Ça ressemble beaucoup à des CTF en fait, donc on a quelque chose à trouver et il faut fouiller un peu sur la page, réfléchir avec ce qu'on a comme information pour essayer de trouver la solution. Alors quelle est la vulgarisation dont tu es le plus fier, histoire de prendre un exemple et de donner un exemple aux auditeurs? Quelle est l'énigme dont tu es le plus fier et qui explique des concepts très avancés de manière la plus simple possible et qui pourrait être retranscrite de manière orale dans ce podcast? Alors, l'énigme que je préfère entre guillemets parce que je l'ai inventé et je pensais que c'était pas possible au début en fait de passer ce concept sans ordinateur. C'est le concept de stéganographie en fait. Donc la stéganographie, ça consiste à cacher une information dans un message. L'information est en clair, si on sait où la trouver, on est capable de retrouver l'information. Et c'est l'application classique qu'on a en informatique, c'est de faire ça sur des images en fait. Donc on va prendre une image et on sait que si on va modifier les bits de poids faible de chacun des pixels, ça va pas dénaturer la qualité de l'image et donc du coup en prenant tous les bits de poids faible, on peut cacher une série de 0 de 1 qui constitue notre message secret en fait. Et donc la personne qui va recevoir l'image, elle va juste prendre les bits de poids faible et juste tous les lire et pouvoir récupérer le message entre guillemets qui est juste caché dans l'image. Et ben donc du coup, j'ai proposé une énigme où je mets une image. Alors pour ça, je me suis servi du pixel art en fait. Donc on a dessiné un objet qui est lié à la sécurité. Donc il y a un cadenas et sur ce cadenas, il faut arriver à comprendre où est caché le message et comment est caché le message dans cette image en fait. Et on n'a pas besoin d'ordinateur, on a juste à regarder attentivement l'image et regarder comment on a fait pour cacher cette information. Je trouve que c'est une image qui est assez ludique en fait. Mais concrètement, je comprends pas comment tu as fait. Si je vois une image de cadenas, il y a en fait une image cachée, quelque chose à l'intérieur ? Oui, j'ai caché un message sur ce cadenas en pixel art en fait. Donc tu as une image de cadenas en pixel art avec des caractères ASCII et parmi tous ces caractères-là, il y a certains caractères que tu dois observer pour arriver à trouver le message caché. D'accord, oui, comme c'est du ASCII art... Voilà. Oui, parce qu'en fait, chaque lettre a une certaine densité de noir, et donc quand tu regardes de loin, tu peux avoir des niveaux de gris dans l'image en fonction de la lettre que tu utilises pour représenter un certain niveau de gris sur la page, quoi. Tout à fait. Donc avec la technique du ASCII art, on voit très bien que c'est un cadenas, il n'y a pas de souci. Du premier coup d'œil, on le voit sur le livre, et du coup, derrière, la question, c'est de trouver ce qu'il faut trouver dans l'image pour arriver à trouver le message. C'est quand même une technique qui a été utilisée anciennement dans les acrostiches, par exemple. Oui. Tu sais, quand t'écris un poème et tu prends la première lettre de chaque phrase, en fait, tu peux arriver à passer un message codé. Il y a d'autres poèmes célèbres aussi où il faut lire une ligne sur deux pour avoir le message, etc.
Tout à fait. Donc, c'est une des premières énigmes qu'on propose. C'est même la première énigme du livre qui consiste à utiliser cette technique que tu évoques, Nicolas, pour effectivement cacher un message secret. Et alors, toutes les énigmes, elles ont été testées avec des adolescents, des étudiants. Alors effectivement, les énigmes, je les ai testées. Comme je fais ça depuis plusieurs années, je les ai éprouvées avec de nombreux étudiants lors de la fête de la science. Donc c'est une fois par an. Il y a des collégiens, des lycéens qui viennent à l'université pour découvrir les sciences, et donc je leur proposais justement ces énigmes cryptographiques. Je l'ai fait aussi avec les gagnants du concours Al-Kindi, qui est un concours pour les jeunes sur la cryptographie. Et les gagnants de la région Auvergne avaient une après-midi à passer avec moi, et à chaque fois je leur faisais quelques petites énigmes pour justement passer un moment avec eux et leur faire découvrir mes domaines de recherche. Et on les a aussi testés avec nos premières années à l'IUT d'informatique. On a fait un amphi, on a pris tous les étudiants pendant une après-midi, on les a mis par groupe de 4 et on leur a proposé 20 énigmes à résoudre en fait. Donc voilà, ça a été testé à plusieurs niveaux. Ce serait une activité vachement sympa à l'EHAC. Ah oui, c'est clair, oui. Ça pourrait faire partie d'une des activités pour un CTF, ça pourrait très bien marcher, et j'espère que les gens pourront s'en inspirer avec plaisir en fait. Mais on parle beaucoup d'adolescents et d'étudiants, mais est-ce que ce livre peut aussi intéresser, on va dire, des adultes plus matures? Ah, tout à fait, en fait. J'ai de nombreux collègues qui ont commencé à lire le livre, qui disent que c'est très intéressant, et ce qui est marrant, c'est que les adultes veulent pas aller voir la solution directement, donc ils se refusent d'aller voir la moitié du livre, et aussi ils se refusent d'utiliser les indices en fait, parce que dans le livre on a proposé 3 niveaux d'indices. Donc si vous êtes bloqué, vous avez un premier niveau d'indice qui est une petite phrase qui est un peu vague pour vous mettre un peu sur la piste. Si vous êtes vraiment bloqué, vous avez un deuxième niveau d'indice qui vous donne un peu plus d'informations, et enfin un troisième niveau d'indice qui vous aide beaucoup pour trouver la solution en fait. Et les adultes que je connais, ils m'ont dit non mais je veux pas utiliser les niveaux d'indices et je veux pas aller voir les solutions, je veux trouver par moi-même en fait. Donc, Non, mais donc, c'est pas un livre qui se lit en 5 minutes. pour ceux qui penseraient que la cryptographie est réfractaire, il faut leur recommander cet ouvrage alors. Ah, c'est clair, oui. Et je pense que de nombreuses personnes peuvent prendre goût à cette technique qui peut paraître un peu austère grâce à ce jeu d'énigmes en fait, parce qu'ils vont devoir trouver par eux-mêmes, réfléchir par eux-mêmes. C'est vraiment très très intéressant à mon avis pour s'initier en s'amusant à la cryptographie. C'est un peu un escape game en 25 énigmes. Et comment t'as expliqué les courbes elliptiques? Alors j'ai pas expliqué les courbes elliptiques là, on a fait une énigme sur le chiffrement totalement homomorphique. Donc qui est quand même pas si facile que ça. Donc on a fait un échange de messages, la personne reçoit ces messages, donc on voit passer ces messages, et en les combinant entre eux, on est capable de produire un nouveau message pour lequel on sait trouver la solution en fait. Donc on peut servir de la propriété de malléabilité du chiffrement homomorphique, parce qu'on peut faire des opérations sur les messages chiffrés pour justement récupérer un petit bout du secret. Et donc c'est grâce à ça qu'on arrive à expliquer ce concept. Oui, je tiens quand même à rebondir sur ce que tu disais auparavant, sur le fait qu'il y avait des indices, plusieurs indices, etc. Et le livre se suffit à lui-même. Et ça, c'est quand même assez notable dans les livres d'informatique qui, effectivement, ont souvent tendance à avoir des références externes. Ça envoie des pointeurs en disant « allez télécharger tel code source pour tel sujet, aller sur tel site ». Et donc, ces livres vieillissent en général assez mal, puisque les ressources Internet disparaissent. Là, le livre se suffit entièrement à lui-même. Si tu pars avec dans ton sac, que tu n'as pas d'accès Internet, tu peux quand même travailler sur les énigmes. Ça, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant aussi. Ouais, tout à fait. Le livre est self-contained, et on a juste besoin de l'ouvrage, d'un papier et d'un crayon pour pouvoir justement les résoudre toutes ces énigmes. En fait. Ça faisait partie du cahier des charges que vous étiez imposé au début, du fait que vous travaillez du fait que vous apprenez l'informatique sans ordinateur. Est-ce que c'était aussi apprendre l'informatique sans Internet? Alors c'est vraiment apprendre l'informatique sans ordinateur. Nous, on est vraiment dans cette mouvance où on n'a pas besoin de l'ordinateur pour résoudre les énigmes. Et on a essayé de dire on n'avait vraiment pas besoin d'Internet non plus. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a ces niveaux d'indices en fait. Parce que des fois, le premier réflexe c'est d'aller demander à notre ami Google, par exemple, et ça va
pas forcément être facile et c'est pas forcément une bonne idée pour trouver la solution, alors que regarder les niveaux d'indices peut vous mettre sur la voie. Et donc ça, est-ce que Google est bon là-dedans? Est-ce que des gens ont publié des spoilers sur Internet et qui sont indexés? Ou est-ce que c'est comme certains CTF où tu as interdiction de publier des write-up et des spoilers sur Internet parce qu'ils sont utilisés de manière compétitive, par exemple, pour du recrutement ou des choses comme ça? Alors j'ai pas regardé en fait si on avait déjà les solutions sur Internet qui ont été publiées, ça serait preuve de notoriété. Mais après, je pense qu'en tapant les questions, certaines pourraient peut-être être répondues par Google directement, mais pour la plupart, je pense que ça serait pas possible, en fait. Ou alors, le moteur de recherche est vraiment très très puissant. De toute façon, les solutions sont dans le livre, non? Et bien entendu, les solutions sont dans le livre. Donc, effectivement, si on veut avoir la solution, on a juste à tourner quelques pages et lire la solution qui est expliquée de manière assez pédagogique. Parce que Malika m'a beaucoup aidé justement pour arriver à expliquer les solutions sans rentrer trop dans la technique et que ça soit accessible à un lycéen. En fait. Donc on n'a pas utilisé de mots techniques et si on utilise des mots techniques, on les explique au fur et à mesure. Et est-ce que tu as des partenaires sur ce livre? Parce que je vois que par exemple tu cites le challenge de l'ANSSI, mais est-ce que tu as demandé leur autorisation? Est-ce que tu as travaillé avec eux? Est-ce que tu as contacté Pierre Bien-Aimé qui est cité dans ton livre et qui est aussi la personne qui a résolu le challenge en premier? Comment ça s'est passé? Alors, on a considéré que c'était des faits historiques et que c'était de notoriété publique, donc on n'a pas demandé l'autorisation de citer ces personnes-là, donc on a considéré que c'était des personnes célèbres et de notoriété publique. C'est sur le site de l'ANSSI, la réponse au challenge de l'ANSSI, et on a juste reproduit le logo de l'ANSSI qui est libre de droit. On l'a reproduit en grande taille pour qu'on puisse bien voir où étaient cachés quelques-uns des challenges justement qui étaient cachés dans ce logo. Comme ils écoutent certainement ce podcast, du coup ils auront très certainement envie d'aller acheter ton livre et de voir ce que tu dis du challenge et quelle est ta méthode de résolution. Oui, alors peut-être qu'on peut expliciter, hein, parce que peut-être que tous les auditeurs ne savent pas que dans le logo de l'ANSSI, il y a plusieurs challenges. Vous pouvez développer? Le logo, l'ANSSI a changé de logo il y a quelques années, ça remonte au moins à 2014 je crois. Et en fait, dans la première version du logo qu'ils ont diffusé sur Internet, on voyait très clairement apparaître des caractères dans la bordure intérieure de l'anneau. Et très clairement, c'était un challenge, parce que ça se décodait comme du base64 ou je sais plus quoi. Et ce qui est intéressant dans ce challenge, c'est qu'il y a eu énormément d'excitation et d'émulation au début, mais qu'il a fallu presque 2 ans pour résoudre le challenge en entier. Donc on n'en est pas au niveau de la chouette d'or qui n'a toujours pas été trouvée, mais par contre le challenge de l'ANSSI il a mis un certain temps. Et donc c'est un célèbre, un Français qui s'est attaqué à pas mal de challenges, genre celui du stick et autres, qui a été le premier à résoudre entièrement le challenge de l'ANSSI. Et dans le logo actuel, si je ne me trompe pas, cette partie a disparu. Probablement pour des raisons typographiques. Enfin, j'imagine que pour imprimer des logos ou faire des pubs dans les magazines, c'est pas évident d'avoir ces caractères imprimés en tout petit qui passent correctement à l'impression. Donc voilà, j'ai pas tous les détails de l'histoire, mais... Alors, Pascal, après avoir lu ton livre et solutionné les 25 énigmes, selon toi, on a quel niveau en cryptographie? Alors, c'est difficile de donner un niveau en cryptographie, mais au moins on a des connaissances en cryptographie qui peuvent nous donner envie d'aller plus loin, peut-être de faire une formation dans ce domaine-là, ou de commencer à s'intéresser à faire des challenges par soi-même et d'aller sur d'autres niveaux de compétences. En fait. Et bien entendu, comme c'est écrit sur la 4e de couverture, il y a une 26e énigme cachée. Donc, en se reprenant l'idée du logo de l'ANSSI, on a caché une 26e énigme que seuls les meilleurs pourront résoudre en regardant attentivement le livre sous toutes les coutures. Mais est-ce qu'elle a déjà été résolue du coup ou... Alors on a fait appel à des bêta-testeurs avant de l'apparition du livre et ces bêta-testeurs ont réussi à la trouver. Donc voilà, on sait qu'elle est faisable, on sait que c'est possible et on pense que c'est abordable par des lycéens. Donc je ne doute pas que des chercheurs ou des experts en sécurité y arriveront, mais je pense que c'est un joli clin d'œil à l'histoire de l'ANSSI que nous a raconté Nicolas. Alors, ton livre est paru il y a combien de temps? Alors, il est sorti le 5 mai 2021. Est-ce que tu sais s'il est utilisé par des profs ou dans quel contexte il est utilisé?
Alors c'est un peu difficile d'avoir du retour, mais je sais que des collègues l'ont lu. Je sais qu'on m'a demandé déjà de faire des dédicaces parce qu'on voulait l'offrir à des jeunes qui étaient justement au lycée et qui voulaient s'intéresser à la cryptographie, qui voulaient se destiner à des carrières dans ce sens-là pour qu'ils puissent découvrir ça. Donc je pense que ça peut être un très bon cadeau pour un jeune qui a envie de découvrir la sécurité informatique et de voir si c'est quelque chose qui peut l'intéresser. Je sais que j'ai des collègues aussi qui sont enseignants-chercheurs ou chercheurs ou professionnels en cybersécurité qui ont commencé à faire les énigmes à leurs enfants qui sont au collège. Donc ça peut servir dans plusieurs contextes et j'encourage également les professeurs au lycée ou au collège de se servir des énigmes, de les adapter à leur guise pour justement faire des exercices intéressants pour leurs élèves. Donc ça serait vraiment génial si ça pouvait arriver. Alors, est-ce qu'il y aura un tome 2? Alors, il y aura un tome 2, parce que ça fait 10 jours qu'on a eu l'accord avec l'éditeur pour faire un deuxième volume, mais pas sur la cryptographie. Et on a décidé de faire la même chose pour s'initier à la programmation. Donc, on est en train d'écrire justement des énigmes pour s'initier à la programmation. Donc, c'est-à-dire la même chose, mais cette fois-ci, il faudra écrire des petits programmes très courts pour pouvoir résoudre les challenges et pour pouvoir aborder les différents concepts de l'informatique. Donc on a une vingtaine d'énigmes pour le moment que je vais essayer de rédiger pendant l'été et on espère que au printemps de l'année prochaine le livre pourra paraître. Mais quelle programmation? La programmation JavaScript ou la programmation Rust ou la programmation Haskell? Alors pour pouvoir toucher des lycéens, c'est Python qui va être utilisé par les lycéens, mais vu la complexité des petits programmes qu'on va faire, on pourrait le faire dans n'importe quel langage de programmation en fait. C'est plus de l'initiation à l'algorithmique qu'à la programmation poussée dans un langage en fait. Les programmes feront 30-50 lignes maximum et permettront de résoudre des petites énigmes, mais c'est pas l'objectif de faire la programmation avancée et efficace. Mais on donnera les solutions en Python, parce qu'il faut qu'on donne des solutions, si on veut proposer les solutions, mais elles pourraient être facilement transposables dans n'importe quel autre langage de programmation impératif. Oui, mais après, tu comprends bien que de la manière dont tu vas formuler les énigmes, tu vas induire des solutions qui sont plus impératives ou plus fonctionnelles. Enfin, il y a des choses qui se résolvent instantanément en Prolog et qui sont extrêmement fastidieuses à faire en C ou en Python. Mais bon, c'est une pique, tu n'es pas obligé de répondre. C'est parfait parce que c'est la première énigme que j'ai rédigée. Et effectivement, c'est un programme qui s'écrit en 10 lignes en Prolog et qui en Python demande le double ou le triple de lignes. Donc c'est vraiment sur ce concept-là et ça nous permet effectivement dans le livre d'aborder ce qui est le Prolog, quelle est la différence entre la programmation impérative et le Prolog. Et on aura d'autres énigmes qu'on a en tête sur justement la différence entre la programmation impérative et la programmation fonctionnelle, pour que les jeunes aussi aient cette culture informatique au travers de ce livre. Alors peut-être avant qu'on conclue quand même un dernier point sur le livre, il y a énormément aussi de références historiques, de noms, de contextes, d'inventions. C'est pas seulement un livre technique d'algorithmes, mais ça parle aussi beaucoup de dans quel contexte ça a été utilisé, qui a été le premier auteur qui a qui a inventé cet algorithme, etc. Et là encore, c'était une volonté de ta part. Ou est-ce que c'est traditionnel dans le milieu universitaire de citer toutes les sources antérieures? Alors, j'ai un défaut, c'est que comme je suis universitaire, j'aime bien citer mes sources. Donc ça, on fait attention à rendre à César ce qui est à César. Mais on a aussi voulu, avec Malika et en concertation avec l'éditeur, de dire que même si une personne qui comprend pas la cryptographie, qui s'intéresse pas, pourrait lire le livre justement pour se cultiver et apprendre des choses intéressantes sur l'histoire de la cryptographie. Et donc, on explique qui a inventé le premier chiffrement à clé publique, Rivet, Shamir, Adelman. On explique ce qu'a fait Shamir dans le livre. On parle aussi de Gentry qui a inventé le chiffrement totalement homomorphique. On parle de Alan Turing qui est un des pères de l'informatique et un des pères de la cryptographie. Donc on a beaucoup de personnes qui ont été célèbres pour leurs inventions, qui ont souvent reçu des distinctions très honorifiques comme le prix Turing ou d'autres prix dans leur carrière, et on essaye d'expliquer qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour
améliorer la sécurité de tout un chacun au cours de leur vie en introduisant des concepts cryptographiques qui sont utilisés tous les jours sans le savoir par la plupart des gens. En tout cas, je vais apporter le mot de la fin avant de te passer la parole. Que de chemin parcouru depuis il y a 20 ans où la cryptographie était une arme de guerre soumise à autorisation préalable de la DCSSI avant de pouvoir être utilisée. On raconte même que dans la Russie soviétique, quand tu te destinais à une carrière de cryptographe, tu rentrais à l'université de mathématiques, mais on ne te disait pas que tu allais faire de la crypto parce que les gens ne savaient même pas que ça existait en fait. Et aujourd'hui, on voit qu'on a des petits ouvrages d'initiation. Alors, je veux dire que la DCSSI de l'époque, quand tu faisais des présentations PGP en toute illégalité, elle te laissait faire, alors que pour d'autres actions beaucoup plus anodines, elle te laissait moins faire. Donc il y avait la loi, et puis il y a l'esprit ou l'application à géométrie variable, déjà à l'époque de la loi. Et le livre, il a été relu par des cryptologues. J'ai pas entendu ta question, Joël. Quelles actions anodines parles-tu? Même 30 ans après, je ne parlerai pas, à moins que ce soit sous la torture. Et le livre, il a été relu par des cryptologues connus, ou juste vous êtes resté entre collègues de Clermont-Ferrand? Alors, j'ai eu des bêta-testeurs, justement, et une personne qui travaille dans la sécurité dans une compagnie, et une autre personne qui est enseignant-chercheur, qui a relu l'ensemble des énigmes pour savoir si c'était faisable et qui a essayé de les résoudre, en fait. Donc, on a fait la phase de crash test avec des gens pour savoir si c'était faisable, en plus des tests avec les différents élèves, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Bon, eh bien, Pascal, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin? J'espère que vous prendrez autant de plaisir à lire ce livre et à résoudre les énigmes que nous avons pris à les concevoir pour vous, parce que ça nous a vraiment bien occupés pendant le premier confinement, et il est passé vraiment très très vite parce que on passait nos journées à rédiger ce livre, et donc c'était vraiment un plaisir que de pouvoir avoir cet ouvrage finalisé et qui est sorti il y a peu de temps. On indiquera le titre et l'éditeur et où retrouver le livre avec la publication de l'épisode. Bon, eh bien, Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.